Bonjour à tous, moi c'est Foxy et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Entre nous avec une invitée particulière aujourd'hui pour parler d'un sujet particulier et qui me tient à cœur, mais on en parlera un peu après. Du coup, vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Marie, je suis vétérinaire de formation, j'habite en Corée du Sud depuis 2 ans maintenant et j'ai 33 ans. Quelle a été et quand ta première fois en Corée du Sud ? Ma première fois en Corée du Sud, c'était en 2015 et c'était dans le cadre d'un stage. En fait, avec l'école vétérinaire, on a un stage obligatoire à faire dans la recherche et aussi à l'étranger. Okay. Donc du coup, effectivement, la recherche se prête bien à faire des stages à l'étranger parce que les laboratoires de recherche, c'est toujours des équipes très internationales. Donc il n'y a vraiment pas du tout la barrière de la langue pour bouger. C'est vrai. Tout le monde parle anglais. C'est vrai. Donc j'en ai profité parce que la Corée du Sud, c'est un pays qui me tenait à cœur depuis un moment. Okay. Et donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion qui se présente, voilà, tout était bien aligné pour pouvoir y aller. Et donc j'ai fait un stage de 6 semaines là-bas. Je suis restée en tout 2 mois, donc 6 semaines de stage, vraiment intensif, donc avec des horaires de bureau, quoi. Et 2 semaines où j'ai profité faire un peu de tourisme, même si j'en ai fait pendant les week-ends aussi. Mais bon, et qu'est-ce qui t'a attiré en Corée pour la première fois ? Pour la première fois, allez, je vais pas trop me risquer en disant comme 90% des personnes qui vont en Corée, la K-pop, oui. les K-dramas. Oui. oui, on se rejoint. On est d'accord. Et du coup, avant de venir en Corée, qu'est-ce que tu faisais donc en France ? Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir habiter ici ? Donc du coup, j'étais vétérinaire à la fin de mes études. J'ai commencé à travailler en France avec toujours ce petit projet de revenir en Corée. Alors à chaque fois, c'était pour des vacances, j'y suis revenue. Et après donc 6 années à avoir travaillé en France, j'ai commencé vraiment à me remettre en question voilà, sur ma vie en France, sur les choses qui me plaisaient, les choses qui me plaisaient moins, sur les choses que j'avais, les choses qui me manquaient. Et donc du coup, voilà, je me suis lancée d'abord sur avec un PVT, un programme vacances-travail, pour voir effectivement la vie en Corée, même si j'avais eu quelques expériences, voilà, des stages avec les vacances. J'ai quand même préféré partir donc d'abord sur un peu un visa, on va dire long, mais en même temps safe. Voilà, c'est ça qui me permet de revenir en France à tout moment. Okay. Et ensuite, du coup, j'y suis restée. Du coup, voilà. Et alors, du coup, si je me trompe pas, actuellement, tu prépares ton équivalence à ton diplôme de vétérinaire en Corée pour pratiquer en Corée. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est une formation particulière ? Est-ce que tu dois passer tout un programme à l'école, donc retourner sur les bancs de l'école, ou est-ce que tu es en candidat libre ? C'est en candidat libre. Ah, ok. En fait, trouver l'information a été un peu compliqué au départ. Je me disais, il faut que je retourne à l'université, que je refasse une équivalence, quelque chose comme ça. Et en fait, non. Alors, c'est en candidat libre pour, j'allais dire, les diplômes français, les diplômes européens globalement, des Amériques, d'Australie aussi, je dirais, enfin pas mal de pays au final. Il faut qu'on ait une certaine... Alors, soit notre école a été accréditée par un organisme international reconnu, école ou université. En France, on parle d'école vétérinaire, mais à l'international, c'est des universités. Soit nos 5 années d'études, enfin du moins la globalité des études apporte un certain nombre de crédits ECTS. Et donc ça nous permet comme ça donc, d'avoir effectivement déjà obtenu notre diplôme dans notre université, dans notre école. Et ça nous permet en fait de le passer en candidat libre. Il n'y a pas besoin de reprendre des cours. Je trouve ça génial en même temps, mais c'est raccourci, c'est ça. Moi, ça me paraît monstrueux à faire parce que j'ai besoin, j'ai ce profil très académique à devoir aller à l'école pour vraiment, tu vois, étudier, etc. et être tenue, entre guillemets. Sinon, je me disperse trop. J'ai un problème, c'est vraiment cette problématique où je me disperse trop. Et du coup, voilà, ça fait combien de temps là déjà que tu as commencé ? Alors, faut savoir que l'examen, il a lieu, il est national au niveau de la Corée.
Donc c'est un examen annuel qui a lieu au mois de janvier. Ok. Donc j'avais commencé déjà à prendre les informations en juin l'an dernier. Pour me préparer vraiment en révisant tout ça à partir de septembre, parce qu'il faut savoir que je prenais les cours de coréen en parallèle, donc les cours de coréen, préparer les examens, tout ça, j'avais pas vraiment la tête à mettre dans les cours veto. Et sachant que l'examen est aussi uniquement en coréen, l'examen vétérinaire, donc même si on a les connaissances, il faut réapprendre tout, vocabulaire en coréen, ce qui est assez de boulot. Et donc du coup, voilà, je me suis préparée en septembre, je l'ai tenté en janvier, malheureusement, donc j'ai pas eu. C'est un peu normal. Voilà, j'ai mieux que ce que je pensais au final. mais au moins, t'as vu ce que c'était. J'ai vu ce que c'était. Je m'attendais vraiment pas à l'avoir du premier coup, mais ouais. Donc, je vais essayer de le retenter l'année prochaine. Ok, donc toujours janvier. Et toujours janvier. Okay. Donc là, j'ai vraiment un an pour me préparer. C'est bien, mais c'est bien, au moins t'es un peu plus tranquille, t'as les cours de coréen de ton côté. Exactement. Tu t'es vraiment consacrée à ce projet. Oui. Et vous êtes plusieurs étrangers, enfin, est-ce que t'as vu plusieurs étrangers durant ce concours ou pas? J'ai pas vu d'autres étrangers. En tout cas pas européens. Ouais. Après, je sais qu'il y a, il y a les statistiques, on peut voir les statistiques annuelles sur combien il y a d'étrangers qui ont tenté. Sauf que voilà, on est regroupé sous nom étranger et il n'y a pas de nationalité. J'ai rencontré une fille sur place qui est coréenne, mais qui fait ses études en Australie. Ah, ok. Et donc, qui revient en Corée pour passer son examen en Corée et pouvoir pratiquer en Corée, puisque le diplôme australien, pareil, n'est pas reconnu en Corée. Ok, d'accord. J'ai d'autres personnes comme ça dans mon entourage, une qui est partie à Taïwan faire ses études, donc pareil, coréenne qui est partie à Taïwan, une autre aussi partie en Australie. Donc peut-être que ce qu'ils appellent étrangers à ce moment-là, ce sont les Coréens qui sont partis à l'étranger faire leur diplôme de vétérinaire, et qui reviennent en Corée pour passer leur équivalence et pouvoir pratiquer en Corée. Parce que tu vois, de toutes les personnes, même de toutes les histoires que j'ai pu lire, je pense que tu es la seule de tout que je connais qui aujourd'hui prépare une équivalence. Et en plus, c'est pas une équivalence... Enfin, je veux dire, il faut des équivalences pour tout ce qui est santé, etc. Et je pense que ça en fait partie. Oui. Mais il y a beaucoup d'infirmières qui veulent venir travailler en Corée. Oui. Mais du coup, elles visent les hôpitaux internationaux. Parce que dans les hôpitaux internationaux, tu n'as pas besoin d'équivalence. Oui. L'hôpital américain, il me semble, tu as... Je sais pas si tu en as des français, mais il me semble qu'à Suwon, tu as une branche française ou quelque chose comme ça. Parce qu'on en avait parlé, psychiatre, etc. Et qu'on pouvait pratiquer là-bas. S'il y en a pas un du côté de Soleil-Maheul, justement. Peut-être. Ouais. Mais du coup, moi, je trouve ça vraiment ultra courageux. Je te l'avais déjà dit, je trouve ça extrêmement courageux de préparer déjà une équivalence qui n'est pas en anglais et qui est en coréen, déjà. Donc vraiment, félicitations. Qu'importe le résultat, parce que c'est monstrueux. Et de toute manière, qu'importe le résultat, je suis sûre que tu l'auras. Je veux dire, là, tu as un an pour te préparer, à te consacrer. Tu connais ton métier de base. Oui. Et c'est que du vocabulaire, entre guillemets. Alors, c'est la pire partie. En cours de langue, on l'a vu. Hein, et je pense que... T'as combien de mots à peu près? Ça te fait combien de mots à apprendre? T'as compté ou pas? J'ai pas compté. En fait, j'ai réussi à me faire une sorte de fichier Excel de vocabulaire. Il y en a plus de 2000. J'ai arrêté de compter. Ouais, mais en fait, t'es comme le topic. T'as à peu près la moitié du topic. Ouais, peut-être. Le topic 1, il me semble que c'est topic 1, 2, où t'es à 2000 et quelques mots. D'accord. Mais je veux dire, on n'est pas sur le même niveau de mots. C'est monstrueux. Il y en a, j'allais dire, pas trop compliqué parce que c'est les mots anglais qui vont être coréanisés. Ouais, ça va. Donc ça va, mais effectivement, après, il y a les mots, par exemple, d'anatomie qui sont purement coréens. Et en fait, ils ont les deux racines chinoises et coréennes. Bah oui. Et donc, il y a deux mots pour la même partie du corps, pour le même os, par exemple. Ouais, c'est exactement... Voilà. Ouais, non, mais c'est bien. Parce que tu vois, ce à quoi on est confronté en cours de langue, qui est déjà super dur, tu l'as à un niveau supérieur. Je te dis, c'est vraiment génial, parce que tu es courageux. Et... parce que tu vois, je suis partie chez le vétérinaire pour mon chat, pour son arthrose que j'ai découvert du coup ici. C'était monstrueux d'essayer de se faire comprendre. Oui. Alors il ne parle pas anglais. Ça c'est dingue. Difficile. Ça ne parle pas anglais. Et du coup avec le coréen que t'as, le coréen que j'ai qui est basique,
t'es pas du tout sur les mêmes termes. C'est ça. Et c'est vachement compliqué, quoi. Donc, alors, question, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce process? Enfin, à part le vocabulaire. Langue, comme tu dis, c'est de l'étude personnelle, donc c'est de la motivation personnelle qu'il faut toujours se motiver derrière. Donc, du coup, il faut que je me rappelle tous les jours mon objectif. Oui, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir mon diplôme, mon équivalence, de pouvoir travailler. Et puis après, d'un point de vue purement administratif, alors j'ai pu contacter l'organisme qui est en charge donc, de faire passer les examens. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à se contacter par mail. Donc, du coup, on peut utiliser les traducteurs pour arriver à se comprendre et à savoir quels documents ils attendent, tout ça. Et après, l'autre côté administratif, c'est évidemment tous les documents à faire traduire, apostiller. Pardon. Dès qu'on dit le mot apostille, je pense que c'est mon cauchemar. On a perdu tout le monde. C'est mon cauchemar. Non. Non, je veux plus en entendre parler. Moi, je suis obligée de l'en faire, mais je... Ouais. C'est pareil, des démarches donc en France avec les mairies, faire des copies conformes. Les mots copies conformes. C'est horrible. Apostille. J'en peux plus. Ça me rassure, hein. Je me sens moins seule parce que... C'est ça. Ouais. Donc voilà, démarche administrative en France, c'est galère. Donc si vraiment, le conseil que je donnerais à tous ceux qui veulent préparer un examen, une équivalence, même en fait pour entrer dans les écoles de langue, juste pour apprendre le coréen, faut vous préparer à l'avance, vous y préparez bien à l'avance pour tous les documents, ce qui est possible et tout ça. Mais à savoir que vous ne pouvez pas vous préparer pour le futur, entre guillemets. C'est-à-dire que les apostilles et les copies conformes ne sont valables que 6 mois. C'est ça. Donc... il y a un laps de temps, je dirais 3 mois avant, c'est pas mal. D'où le cauchemar. Voilà, c'est ça. Vous y prendre 3 mois avant, c'est bien. C'est pas trop tôt, c'est pas trop tard non plus. Et si on parle de la profession en général, du coup, tu as pu voir un petit peu ici comment ça se pratiquait. Est-ce que tu trouves qu'il y a des différences, de grosses différences ou juste similaires? Des différences. J'en ai vu, donc pour avoir fait des stages chez des vétérinaires et avoir été moi-même rendre visite à un vétérinaire, je dirais que la plus grosse différence par rapport à ce qu'on fait en France, ils ont vraiment une salle de soins. Je ne sais pas si tu as eu cette expérience-là aussi. C'est-à-dire que le moindre soin, une injection, un vaccin, même un nettoyage des oreilles, quelque chose comme ça, ils vont prendre l'animal dans la salle de soins à part et pas avec le propriétaire. Moi, ça m'a traumatisée. Voilà, ça peut être stressant. Je pense qu'eux, ils ont l'habitude. Donc, au contraire, ils se disent « Ah, on le confie, il est entre de bonnes mains, le vétérinaire, il sait ce qu'il fait, c'est son job. » Pour nous qui n'avons pas l'habitude, qui avons l'habitude d'être avec nos animaux du début à la fin de la consultation, ça peut être un peu stressant. Très stressant. Ça m'avait... surtout qu'en plus, j'entendais mon chat hurler dans la pièce d'à côté parce qu'il faisait une prise de sang. Mais elle hurle pas, la prise de sang. La seule fois où elle a hurlé, c'est quand il lui faisait dans la jugulaire. Donc là, je pense qu'ils lui ont fait dans la jugulaire. Et là, j'étais genre, oh, mais moi, je voudrais être avec mon chat pour le calmer. Mais je me demande si c'est pas aussi un moyen pour contrecarrer les propriétaires coréens, les humains coréens, qui peuvent être un peu trop, tu vois, aggrappés. Oui. Pour être un peu plus tranquille. C'est ça. J'ai eu des retours d'expérience d'une amie qui est vétérinaire en Corée, d'une plainte d'une cliente parce que lors de l'échographie, le ventre, la chienne avait été tondue un peu trop large. Et donc, c'était pas esthétique. Voilà. Vous voyez, quand je vous dis que les Coréens, à certains moments, on comprend pas pourquoi ils sont un peu trop touchy ou trop à chercher la moindre chose, c'est pas une blague. Donc, moi, je préfère qu'on tourne tout mon chat et qu'on lui fasse les examens. Mon amie a dû lui expliquer, oui, mais pour les biens de l'examen, on est obligé de tondre sur une certaine longueur. Si on veut atteindre les reins, si on veut atteindre le foie, on est obligé de tondre jusque-là. Donc, elle lui a bien expliqué. C'est délicat. C'était délicat. Tu vois, en parlant des Coréens, on va bifurquer sur le sujet principal, celui sur lequel je souhaitais discuter, qui est la maltraitance animale. C'est vraiment un point, on va partir vraiment moi je pars du principe que les Coréens c'est tout rien. Exactement. Ils donnent tout aux animaux ou ils ne leur donnent rien.
Et quand tu dis tout, c'est les chiens qui... Attends, je vais pas donner d'exemple. Donne-moi, toi, est-ce que toi, en tant que... Depuis que tu es là, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, en tant que vétérinaire ou juste amoureuse des animaux, qui t'a marqué, choqué ou, tu vois, tiqué? Exactement. Deux extrêmes, comme tu dis, tout ou rien. La première, c'est... On va partir dans l'extrêmement mauvais. Les chiens à la chaîne. Ça ne se voit plus en France. De toute façon, c'est considéré comme de la maltraitance aussi. Mais là, la niche, le chien attaché à la niche, une gamelle, je ne sais pas pourquoi, la plus loin possible de la niche. Donc le chien est à peine au bout de sa chaîne, il peut à peine boire ou à peine manger. Donc que ce soit en campagne, ça je l'ai vu énormément en campagne, mais aussi, quasiment que ça. Mais aussi à Séoul. J'ai une amie qui m'a signalé, qui m'a appelé en me disant est-ce que je dois faire quelque chose. Donc moi j'ai appelé mon amie vétérinaire, elle, pour savoir, parce que l'ayant vu énormément en campagne, je me dis peut-être qu'en Corée c'est quelque chose qui est toléré, donc on va pas appeler la police. Pour quelque chose, ils vont pas comprendre pourquoi on les appelle. Bien sûr. C'est normal. Donc effectivement, ma collègue, mon amie vétérinaire, elle m'a dit est-ce que le chien a de quoi s'abriter? Est-ce qu'il a à manger? Est-ce qu'il a à boire? Donc mon amie qui le voyait en fait tous les jours, elle me dit oui, il a à manger, il a à boire, il a de quoi s'abriter. Donc il y a pas de maltraitance. Son humain qui est là en fait, c'est un gardien d'immeuble, donc l'humain était à côté pareil toute la journée. Donc, il m'a dit, non, il n'y a pas de maltraitance, mais moi, ça me choque. Ah ouais. Ah non, moi, je le vois souvent, du coup, parce qu'on part beaucoup en voyage avec mon copain. Et à chaque fois, en plus, c'est pas des longues chaînes, comme on peut voir, comme on peut voir. Surtout sur les camps de circassiens, tu sais, en France. Tu vois, les animaux, parfois, t'as des chiens, t'as des poneys, etc. C'est horrible. On va parvenir là-dessus, je suis contre, mais j'essaie de donner un exemple. Mais les chaînes ici sont minuscules. Oui, les chaînes sont... C'est minuscule. C'est ça, le chien, il a juste en fait de quoi se lever, de faire 2 pas et de tourner autour d'un piquet. Mais souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, pareil, c'est dire d'expérience, mais tu vois le cercle. Le cercle. Qui est la terre complètement... exact. Ça, c'est du sable, tellement il y a eu de passages en fait. Le chien a fait des allers-retours, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et on voit le cercle où le chien a marché parce qu'il a que ça de toute façon. Exactement, je suis d'accord. Mais tu vois, dans l'autre extrême que je voulais citer tout à l'heure, c'est le fait de mettre les chiens en poussette. Exactement. Et pour moi, c'est de la maltraitance. C'est que j'allais citer. C'est de la maltraitance. Tu peux pas... Attendez-moi ça. J'hallucine. Il ne marche pas. Il ne marche jamais. Les chiens ne marchent pas. Donc au départ, je me suis interrogée, je me suis dit, ok, est-ce que c'est simplement pour emmener les chiens d'un point A à un point B, de la maison au parc, pour éviter que le chien marche dans la rue? Parce qu'effectivement, les rues en Corée sont très propres, il n'y a pas de crotte de chien, donc je me suis dit, est-ce que c'est une façon, comme ça au moins, ils sont sûrs, le chien dans la poussette, il ne peut pas faire caca dans la rue, et on l'emmène au parc au chien, il va faire caca, et on le ramène à la maison. Ça pourrait. Ça pourrait, mais en fait... J'ai jamais vu quelqu'un marcher avec la poussette et le chien à côté, même dans les parcs, dans les endroits. Alors, moi, je suis la folle du quartier, quand même, mon chat. Je sors mon chat à la laisse. Donc, tout le monde me regarde. Oh, un chat! Et donc, les endroits pour sortir les animaux qui sont accessibles aux animaux, je les connais, du moins dans mon quartier. Et en fait, les chiens, je les vois, soit ils sont en laisse et il n'y a pas de poussette, soit ils sont en poussette. Mais c'est vraiment... Donc, au départ, je me disais, c'est peut-être... C'est le bénéfice du doute en me disant c'est peut-être pour emmener le chien, mais non, c'est vraiment juste pour le sortir. Donc le chien sort mais ne marche pas. Le chien sort, ne marche pas. Il n'a pas le droit de s'exprimer, dans le sens il n'a pas le droit d'aller voir d'autres chiens. Alors, je vais faire un parallèle très risqué. C'est pareil pour les enfants. Les enfants, quand ils sont avec leurs parents dehors, c'est très rare qu'ils jouent avec d'autres enfants. Si c'est pas des enfants de leur école, tu vois, ils vont pas d'eux-mêmes aller jouer avec d'autres enfants dans un parc ou quoi. Généralement, ils sont avec leurs parents. Moi, je le vois en me baladant et je vois les parents jouer avec leurs enfants. Alors, c'est très bien. Hein. Attention, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça très bien. Mais il y a quand même un manque de... Tu vois, je trouve que pour les animaux, c'est plus flagrant parce que les enfants peuvent... ils sociabilisent à l'école, etc. Les animaux, ils sont dans la maison. Ils sortent de la maison, ils n'ont pas le droit, ils sont tenus en laisse, mais traînés par le collier. Enfin, moi, je le vois, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, c'est soit on le prend tout de suite dans les bras, soit on le traîne, mais le traîne par terre et ça glisse, pour pas que ça ne serait-ce dire bonjour à quelqu'un. Et en plus, ça en fait des chiens agressifs.
Généralement, ce sont des petits chiens. Ils sont... Moi, j'en ai un à côté. La poussette qui... j'en ai vu des petits chiens depuis la poussette qui aboie sur des chiens. Mais c'est fou. En laisse. Ouais. C'est monstrueux. Et à savoir qu'il y a des programmes télé sur ce sujet. J'en ai regardé avec mon copain. Alors moi, ça me met hors de moi. Oui. Parce que au contraire, il y a un éducateur canin sur YouTube qui est très très bien d'ailleurs, qui donne des conseils, tout ça par race. Alors bizarrement, je le vois beaucoup avec des grandes races. Un Coréen ? Ouais, un Coréen. Incroyable. Un YouTuber c'est son métier d'être éducateur canin et donc il en profite de YouTube pour faire des... Je voudrais bien que tu me donnes le nom tout à l'heure, mais non, parce que la dernière fois, du coup, mon copain, tu sais, on regarde... on est très coréen. Je veux dire, on est devenus des... on est à Juma Joshi, chez nous, le dimanche matin, c'est Dongmun Dojang, tu vois, qu'on regarde. C'est vraiment le petit truc, c'est un peu 30 millions d'amis qu'on avait chez nous, tu vois, version coréenne. Et il y avait un autre programme dessus, pareil, un éducateur canin. Moi, j'ai du mal à dire que c'est un éducateur, parce qu'ils font des... Il y a des choses, c'est pas... c'est monstrueux. Il y a des épisodes, c'est monstrueux. Tu te dis, mais c'est normal que le chien soit agressif. C'est normal que le chien soit en protection de ressources constantes. Ils vivent en fait dans des appartements de 10 mètres carrés, de 20 mètres carrés max, avec un chien. Déjà, tu te dis, tu sais que t'as pas de possibilité de le promener. Parce que du coup, il ne sort pas, le chien. Même pas le matin, il sort une fois le soir. C'est pas suffisant. Du coup, il a des alaises partout dans l'appartement. En fait, c'est que ça constant. Ou ça va être de la surprotection parce que on va tout le temps le prendre dans les bras et qu'on va l'habiller et qu'on va le traiter comme un bébé, etc. Et les moyens, tu sais, de régler les problématiques sont monstrueux. Typiquement, on fait comme si on abandonnait le chien dans un parc. D'accord. Pour que derrière, la personne sur qui il y a une protection de ressources, tu sais, qui ne peut pas approcher une autre personne, pour que cette personne-là, contre qui le chien est agressif, va venir en fait vers le chien, être un peu son image de sauveur. D'accord. Mais le chien aura stressé pendant une demi-heure tout seul dans un bois ou dans un parc. Tu vois, en fait, c'est que des choses comme ça. Solution. Et il y a plein de choses, en fait, j'essaie d'expliquer à mon copain, mais on est opposés là-dessus. Et il y a plein de choses. Enfin, tu vois, d'ailleurs, il y a quasiment pas de sujet d'engueulade avec mon copain. Après le travail, mais c'est autre chose. Mais le traitement animalier, parce que je pourrais pas dire la maltraitance animale, parce qu'il y a des choses qui sont maltraitantes pour nous, mais qui sont à la limite, entre guillemets, on va dire, tu vois. Et voilà, il y a des... Enfin, pareil... Enfin, j'en parle parce que j'ai besoin de me libérer, d'accord ? Je te rejoins sur ça en disant... alors, je pense que pour moi, il y a, j'allais dire, un excès d'anthropomorphisme. Oui, bien sûr. D'associer à un être qui n'est pas humain des caractéristiques humaines. Et qui... Alors, en soi, l'anthropomorphisme, ça a l'avantage d'amener plus de compassion, justement, pour des êtres qui ne sont pas des êtres humains. Donc ça, c'est le point positif. Et le point négatif, c'est quand on va tomber dans l'extrême. C'est-à-dire que chaque espèce, que ce soit un chien, un chat, un oiseau, peu importe, a un comportement, j'allais dire, qui lui est propre. Et que si on prive ce besoin de ce comportement naturel, on peut alors tomber dans la maltraitance. Alors, c'est sûr, quand on parle de maltraitance, la plupart des gens s'imaginent, il est battu, il est privé, abandonné, privé de nourriture, d'eau, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi maltraitance par juste le chien a l'impossibilité d'exprimer ses besoins et son comportement naturel, qui peut être considéré comme une maltraitance aussi. Et donc, le fait d'habiller le chien, de le mettre en poussette, de ne pas le faire sortir, de ne pas le faire rencontrer des congénères. Les chiens, c'est des animaux qui sont sociaux et sociables. Donc, sociaux, c'est qu'ils vivent en meute, en groupe, en société. Et sociables, c'est qu'ils peuvent rencontrer des congénères et normalement, ça se passe très bien. Les chats, c'est des animaux sociables, mais pas sociaux. Les chats ne vivent pas de base en groupe, ils sont solitaires, ils comptent que sur eux-mêmes, mais ça ne les empêche pas d'être sociables, donc de se mélanger à d'autres espèces et donc de cohabiter parfaitement avec les êtres humains, de profiter du confort. Et parfois entre chats c'est différent, mais... mais voilà, donc du coup, ça pour revenir à la
maltraitance en quelque sorte par excès, j'allais dire, d'anthropomorphisme, excès de vouloir peut-être trop bien faire, de donner, d'attribuer aux chiens, aux chats des comportements qui leur sont pas du tout propres, qui leur sont pas de base, qui sont pas de leur nature, et surtout de pas qu'ils puissent les exprimer. Donc voilà, la promenade, je veux dire la promenade en meute, comme on parlait de meute, mais aussi voilà, socialiser avec des congénères, tout ça c'est important. Mais alors, je sais qu'il y a tu sais, des cafés pour les chiens, tu sais, comme pour faire rencontrer les chiens, etc. Mais c'est pareil, au niveau gestion, je sais pas s'il y a une vraie lecture de code, etc. Entre chiens, c'est pour bien gérer les rencontres. Ça, moi, je suis pas chien, enfin, je sais pas que je suis pas chien, j'adore les chiens, mais je suis beaucoup plus chat. J'ai eu des chats toute ma vie, donc je connais très bien les chats, les chiens, pas forcément. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir mon point de vue sur la question, certes. mais tu vois, je sais qu'il y a des endroits comme ça. Par contre, tu vois, t'as pas de parc à chiens.